Voyons maintenant le développement affectif des enfants en utilisant la théorie de Erikson. Alors, est-ce que vous pouvez me nommer les stades du développement de Erikson? Est-ce que vous êtes capable de me nommer les stades? Là, je ne vous demande pas si vous savez lire. Essayez de voir ce que vous êtes capable de répondre sans regarder dans vos notes. Puis si vous êtes capable de répondre, bien, ça va être un indicateur que vous ne la maîtrisez pas, la notion, puis c'est important de le savoir une semaine avant le temps. Est-ce que vous le maîtrisez ou pas? C'est quoi les stades du développement affectif? Oui, les stades psychosociaux de Erikson. Pardon? OK, ça, retenez bien ça. Là. Cognitif. Ça, c'est Piaget. Les stades cognitifs, ça va être sensorimoteur. On va regarder ça au retour de la pause. Ça. Il ne faut surtout pas mélanger les différentes dimensions du développement. Donc, dans Erikson, confiance-méfiance. Confiance versus méfiance. Ça, c'est le nom du stade. Ça, ici, là, ça, c'est les stades psychosociaux de Erikson. Ici, je vais écrire les indicateurs. Indicateurs. Alors, un indicateur, qu'est-ce que c'est un indicateur? C'est quoi? Un fait observable. Alors, à quoi on voit qu'un enfant est au stade confiance versus méfiance? À quoi on voit qu'il est à quoi on le voit? Un indicateur. Et après ça, il y a les déterminants. Déterminant, qu'est-ce que c'est un déterminant? C'est quoi un déterminant? Plus fort? Non, mais un déterminant de n'importe quoi, pas juste du stade confiance-méfiance. Un déterminant, ça fait quoi dans la vie? Ouais, ça affecte. Mettons, je veux savoir qu'est-ce qui va faire que l'enfant va être au stade confiance-méfiance, ou il va être à l'autre stade qui est autonomie, honte et doute. Honte et doute. Le troisième stade, c'est quoi? Initiative. Versus culpabilité. Le quatrième stade, c'est travail. Versus infériorité. Là, il faut que vous soyez conscient qu'il y a un stade 5, 6, 7 et 8, là. Ça, c'est ado. Puis les adultes, puis la personne âgée. Vous allez voir ça dans le cours de comportement humain 2. Les autres stades du développement affectif. Fait que ça, vous n'êtes pas obligé de noter ça, là, mais soyez conscient qu'on n'arrête pas de se développer affectivement quand on a 12 ans. On continue à se développer. Vous pouvez toujours vous développer affectivement, encore aujourd'hui. Heureusement. Alors, à quel indicateur on voit qu'une personne est au stade confiance versus méfiance? Quel indicateur on voit que la personne est à ce stade-là? Comment je peux voir votre équilibre confiance-méfiance? Ouais, aux réactions émotionnelles. Surtout dans les situations étrangères. Est-ce que vous êtes en méfiance? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous explorez les situations étrangères? Ou en vous protégeant au max? Ou en vous abandonnant trop? Tu dis oui, je le veux à la fin de la soirée où tu as rencontré le mec? Ou même le soir de ton mariage, après 15 ans de fréquentation, tu te maries, tu dis oui, je le veux, mais tu gardes une petite méfiance.
Réaction émotionnelle dans les situations étrangères. Alors, comment on fait pour développer l'équilibre entre les deux? Si vous dites juste soin de base, là, si vous dites juste soin de base, ça c'est du par cœur. Parce que c'est par les soins de base que tu vas avoir un déséquilibre du côté de confiance. C'est par les soins de base que tu vas avoir un déséquilibre du côté de méfiance. C'est par les soins de base que tu vas avoir un équilibre entre les deux. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ces soins de base-là? La qualité. Pardon? La qualité des soins. Ouais, je donnerais 0.6 sur 1. La qualité, la régularité. En fait, il faut que l'enfant vive aussi des frustrations. Il ne faut pas juste que les soins de base, tu sais, les soins de base top qualité, où on se précipite pour que l'enfant n'éprouve jamais la faim, jamais la soif, jamais le chaud, le froid, l'inconfort, rien de ça. Qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a jamais aucune frustration? Mais il va développer un déséquilibre en confiance. Il va y avoir un déséquilibre du côté de confiance. Puis il y a des parents qui sont maniaques. Être maniaque, être perfectionniste, c'est pas une qualité. Là. Ça coûte très cher, le perfectionnisme. Dans la vie, il faut botcher des affaires. Il faut... Certains sont meilleurs que d'autres pour botcher les choses. Il faut faire attention. Il ne faut pas botcher l'essentiel. Il faut quand même que tu passes tes cours. Même psycho, il faut le passer. Pas obligé de le passer avec 100%. Enfin. Donc, il faut avoir des soins de base qui sont suffisants. Donc, un équilibre entre la qualité. C'est sûr que si ton enfant n'a pas été frustré dans la journée, tu n'es pas obligé de l'ébouillanter un petit peu pour équilibrer les choses. Tu ne vas pas sciemment frustrer l'enfant, mais tu ne vas pas nécessairement répondre à tous ses besoins instantanément. OK. Pour les trois autres, je les avais enseignés en bloc, si je me souviens. Alors, quel est l'indicateur du stade d'autonomie versus OT2? À quoi on voit qu'un enfant il est rendu au stade d'autonomie OT2? À quoi on le voit? Quand il fait une action. De quel type? Ouais, il faut qu'il fasse un schéma d'action simple. Schéma d'action simple. Donc, on va voir un geste, un même geste répété. Mettons, c'est mettre du beurre de pinot sur sa toast. Il va prendre une cuillerée de beurre de pinot, schlock sur la sauce, sur la rôtie. Puis après ça, ben, il va refaire le même geste. Il va en remettre d'autres, il va en remettre d'autres, il va en remettre d'autres. À un moment donné, tu dis, wow, ça suffit. Là. Mets un autre toast, mets une autre rôtie. Dans initiative versus culpabilité, ça va être une séquence d'action. Donc, si j'illustre par un wagon de train détaché de tous les autres wagons pour illustrer ce qu'est un schéma d'action simple. C'est une innovation pédagogique, ça, je pense que je n'avais pas fait la semaine passée. Alors, dans la séquence d'action, on aurait plusieurs gestes simples qui sont enchaînés en séquence. Donc, la séquence doit être logique. Par exemple, un enfant qui est au stade d'autonomie, on te doute, mettons un enfant de 3 ans qui joue au train, il va être assis sur une chaise, puis il va faire tchou, tchou, faire le train. Donc ça, c'est une séquence d'action simple. Un enfant de 5 ans qui va jouer au train, il va prendre les chaises dans la cuisine, il va aller chercher une autre chaise dans la cuisine, il va mettre les chaises dans le passage, je vais en prendre 3-4 comme ça,
Puis, donc ça, c'est une séquence d'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris une chaise, après ça, j'ai pris une autre chaise, après ça, j'ai pris une autre chaise, après ça, je m'en vais en avant, puis je vais faire tchou-tchou, donc une autre action. Fait qu'il faut que ça ait rapport. Là. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher des chaises, qu'ils mettent comme ça, puis qu'ils disent qu'ils se brossent les dents. Ça n'a pas rapport. Il faut qu'il y ait une séquence, qu'il y ait un ordre logique. Ça va? Dans travail versus dans culpabilité, cette séquence-là n'a que des objectifs ludiques. Il fait ça pour jouer. Alors que dans travail versus infériorité, la séquence d'action va avoir un objectif fonctionnel. C'est important parce qu'ici, travail versus infériorité, là, c'est autour de 7, 8 ans, 9 ans, jusqu'à la puberté, en fait, c'est l'âge de l'école. Fait que là, je vais avoir à mettre des choses dans mon sac d'école, mes crayons dans le coffre à crayons, séparer les crayons pour écrire des crayons à colorier ou des crayons de cire, mon agenda, tout ça, mes cahiers, ça va être organisé. Fait que l'enfant qui est dans initiative versus culpabilité, il peut jouer à l'école, mettre des affaires dans son sac, des crayons dans son sac, il va mettre son sac sur son dos, puis s'en va à l'école. Il ne va pas à l'école. Il reste dans la maison, puis c'est n'importe quoi qu'il y a dans son sac. Il peut mettre après n'importe quelle bébelle, mais vu qu'il met ça dans son sac d'école, bien, on peut dire qu'il y a une séquence d'action, mais c'est pas vraiment pour être efficace à l'école. Alors qu'un enfant qui va pour de vrai à l'école, il est en travail versus infériorité, il va organiser son matériel, il va placer ses choses pour partir pour l'école. Il va s'habiller en fonction de la température dehors, et puis pas juste pour s'amuser à s'habiller. Alors, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que un est ludique et l'autre est fonctionnel. Exactement. C'est toujours une séquence d'action. C'est toujours une séquence d'action, exactement. Et donc, quand l'enfant fait des choses au stade où sa séquence d'action est ludique, on ne peut pas attendre la même efficacité fonctionnelle. Mettons, tu dis à un enfant de faire son ménage, quand il est au stade d'initiative culpabilité, l'efficacité du ménage va être assez douteuse. Mais il va poser plusieurs gestes en séquence qui sont des gestes de ménage. Il va aller chercher le balai dans l'armoire à balai, le porte-poussière, il va amener sa petite poubelle, il peut mettre un sac de plastique dans la poubelle. Il faut toujours mettre un sac de plastique dans la poubelle au lieu de mettre les cochonneries direct dans la poubelle, parce que sinon, c'est l'ouvrage. On voit bien ceux qui font le ménage chez eux, puis ceux qui c'est leurs parents qui font le ménage. Alors, quand ça fait plusieurs fois que tu fais le ménage, tu mets un sac à poubelle. Fait que là, l'enfant peut faire tout ça, tous ces gestes-là, il peut le faire. Mais ça ne va pas nécessairement être bien fait, comme le sac à poubelle va être mis un peu sur le côté, de telle sorte que quand il va foutre le premier palette de poussière, ça va tomber à moitié à côté du sac. Mais s'il est à initiative versus culpabilité, ne chicanez pas l'enfant. Parce que l'enfant joue à faire du ménage, puis c'est une bonne imitation. Mais s'il est au stade travail versus... Tu sais, il y a 8 ans, ben, tu ne ramasses pas les cochonneries qui sont à côté du sac à poubelle. Tu y fais faire. Tu lui montres comment on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Ton sac, là, tu ne mets pas comme ça. Il faut que tu embarques par-dessus le rebord de la poubelle, puis tu tires un petit peu pour que ça dépasse. Sinon, à première pelletée, ça va tout se défaire. Ceux qui comprennent sont en équilibre du côté de travail versus infériorité. Maintenant, écoutez bien ceci. Très, très important. Il est possible qu'un jour, on vous demande d'évaluer si un enfant est en équilibre dans son stade. Alors, on sait qu'il est rendu au stade s'il fait des actions simples ou des séquences d'actions ludiques ou des séquences d'actions fonctionnelles. On sait qu'il est rendu à ce stade-là. Mais l'enfant peut être rendu au stade, mais être en déséquilibre d'un côté ou l'autre. Alors, s'il est il y a un côté qui est régi par le ça. Il y a un côté qui est régi par le surmoi, puis il y a pas un côté, mais il y a un équilibre qui est géré par le moi. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence gérée par le ça? À quel indice on voit que c'est le ça qui mène?
Ça fait quoi le ça? Ah bah règle, fais ce que tu veux. Impulsif. C'est impulsif. Il n'y a pas de retenue dans le ça. C'est se laisser aller à faire ce qu'on a le goût. Le sur moi, c'est quoi? C'est l'inhibition. Tout le temps, je me retiens. Alors, pour que la personne soit en équilibre, qu'est-ce qu'on doit voir? À quoi on voit que quelqu'un est en équilibre au stade autonomie, honte et doute, ou au stade initiative, culpabilité, ou au stade travail versus infériorité? À quoi on voit l'équilibre dans ces trois stades-là? À quoi on voit l'équilibre? Là, vous me répondez de façon théorique. On voit qu'il est en équilibre quand il est en équilibre du côté du sol sur moi. Parlez-moi des chaînes d'action. On va en faire juste un. À quoi je vois l'équilibre entre autonomie, honte et doute? Là, tu as un indicateur ici. À quoi je vois que l'enfant est en équilibre? Ouais, donc l'enfant, on lui demande de faire une action simple. Ou même sans lui demander, il y a un objet sur lequel on pourrait faire une chaîne d'action simple. Mettons, ouvrir un livre, puis tourner les pages. C'est un geste Il ne sait pas, mais quand je vais insister, il va le faire. Ouais, je vais vous aider un petit peu. Je vais faire une zone proximale de développement ici. OK, la zone proximale de développement ici. Alors, à quoi on voit que quelqu'un est en équilibre? Ça ici au milieu, c'est quoi? C'est tes acquis. Alors, si je te demande de faire quelque chose que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est dans tes acquis. Tu vas le faire. Puis même si je ne te le demande pas, il y a quelque chose que tu as le goût de faire, c'est dans tes acquis. Tu aurais le goût d'aller chercher le livre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller chercher. Est-ce que tu vas demander de l'aide? Non. Tu ne vas pas demander de l'aide. Tu vas faire. Donc, pour que l'enfant soit en équilibre au stade autonomie versus honte et doute, il faut qu'il initie lui-même des chaînes d'action simples qu'il est capable de faire, sans demander d'aide. Il va le faire, tout seul. Qu'est-ce que le parent doit faire? Est-ce qu'il doit l'aider à faire ce qu'il est capable de faire? Non. À quoi on voit le déséquilibre du côté d'autonomie? On va demander de l'aide. Excès d'autonomie. Il n'est pas Ça. capable de le faire, mais il va le faire. C'est ça. C'est que il va s'acharner à tenter de faire seul quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et si on lui offre de l'aide, Non. qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rejeter. Il ne va pas demander d'aide, puis il va refuser l'aide. Quelqu'un qui est du côté de honte, qu'est-ce qu'on va voir? Comment on voit qu'il est dans la honte ou le doute? Il demande de l'aide pour des choses qu'il n'est capable de faire. Même pour les choses qui sont dans ses acquis, il va demander de l'aide. Il va te dire, non, toi, fais-le toi. Alors qu'on a observé auparavant qu'il était capable de le faire. Alors, répondez-moi maintenant tout seul. On passe au niveau 3 ici. À quoi voit-on qu'une personne au stade initiative versus culpabilité est en équilibre? À quoi voit-on qu'une personne au stade initiative versus culpabilité est en équilibre? Quand il fait des séquences d'action, il dit qu'il est capable de faire par elle-même. Et que, Allez, commence elle-même. et si elle n'est pas capable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander Elle va demander de l'aide. Ça, c'est l'équilibre. Si elle est en déséquilibre du côté de culpabilité, Elle va toujours demander qu'on l'aide. elle va demander l'aide pour les séquences d'action. Donc, c'est la même affaire que tantôt, sauf qu'au lieu d'être une action simple, ça va être dans une séquence d'action ludique. Elle va vouloir que tu joues avec elle au jeu de train, puis que ce soit toi qui amène les chaises. Puis elle d'amener les chaises et qu'elle fait chou-chou tout seul. Et si l'enfant est dans un attachement ambivalent,
Ça veut dire que, est-ce qu'un enfant qui est dans un attachement ambivalent peut être en équilibre dans un stade d'Erikson? Pas s'il est ambivalent. On va te manipuler en demandant tout le temps de l'aide. Et si le parent est de type, quel serait le type de parent qui fournirait tout le temps l'aide à l'enfant? Le type permissif. Voyez-vous que chacun des concepts s'alimente l'un l'autre pour expliquer des logiques relationnelles entre des parents et des enfants, et ça fait se développer des adultes tels que vous l'êtes aujourd'hui. Voilà pour le développement affectif de Erikson. Alors, c'est sûr que l'examen, je vais vous demander, il y a des enfants. Il y a un enfant, il y a Roselyne qui a 10 mois, il y a Théo qui a 4 ans, puis il y a Léa qui a 10 ans. Alors, c'est sûr, je vais vous demander, dites-moi quel stade il est, puis, et justifiez la réponse. Si, mettons, vous me dites, Roselyne, 10 mois, à quel stade elle est? Elle va être dans confiance versus méfiance. Si vous me dites, les confiances pour justifier votre réponse, bien, crime à 10 mois, c'est le premier stade. C'est pas pour cette raison-là qu'elle est dans son stade. Ce n'est jamais l'âge qu'on a qui dit à quel stade on est rendu. Parce que vous pourriez avoir des blocages dans des stades antérieurs, puis vous n'êtes pas du tout au stade de votre âge. C'est les indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, voyez comment elle réagit dans des situations nouvelles. Est-ce qu'elle réagit en faisant des efforts? Est-ce qu'elle réagit en étant est-ce qu'elle explore? Est-ce qu'elle démontre de l'affection à ses parents? Ou est-ce qu'elle est complètement dans une bulle, refermée pour elle-même? Et le type d'autorité parentale, est-ce qu'il y a des liens que vous pouvez faire avec... bon. Nous verrons, au retour de la pause, le développement cognitif et les autres notions théoriques que nous avons vues jusqu'à maintenant.